Avant d'entrer dans le vif du sujet, notez que le film dont nous allons parler dans cette vidéo n'est pas à mettre entre toutes les mains. Ceci étant dit, bon visionnage. Le couple art et ésotérisme accouche souvent d'enfants hors normes, et c'est bien ce qu'est Belladonna of Sadness, hors normes. Inclassable, intrigant, inventif, vous avez compris, on est intarissable sur ce film, et pour cause. Objet filmique non identifiable, s'il a laissé perplexe le public à sa sortie en 1973, il trouve désormais sa place dans les classiques de l'animation, grâce à une remasterisation par Eurozoom en 2017. On a bien piqué votre curiosité? On vous en dit un peu plus dans la suite de cette vidéo. Belladonna of Sadness sort sur les écrans en 1973. C'est le troisième opus d'une série de 3 animés pour adultes appelés les Animérama. Ceux-ci seront produits entre 1969 et 1973 avec Kuropatra et Les Mille et Une Nuits par la société Mushi Productions. Ce nom ne vous dit rien? C'est la société qui a monté le célèbre Osamu Tezuka, créateur d'Astro Boy et pionnier de l'animation japonaise à l'international. Tezuka, s'il n'a pas participé à la réalisation, a apporté le concept et reste une influence très visible sur le rendu final. Les 3 Animérama ont été réalisés par Eiichi Yamamoto, un collaborateur de Tezuka. Petit fun fact d'ailleurs, ils sont les premiers films d'animation érotique au Japon. Cependant, Belladonna of Sadness rencontre un faible succès à sa sortie, malgré une nomination à l'Ours d'Or au Festival de Berlin. Belladonna sera d'ailleurs le dernier film des studios Mushi Productions. L'échec commercial du film donne alors le coup de grâce à une société déjà en faillite. Dernière pièce du triptyque Animérama, il s'agit, encore plus que pour ses prédécesseurs, d'un véritable ovni. Ce chef-d'œuvre visuel, il faut bien le dire, a inspiré et inspire encore de nombreux artistes, tous domaines confondus depuis lors. Son visuel, mais aussi les thématiques qu'il explore, le rendent véritablement novateur pour le Japon et pour son époque. Le synopsis maintenant. L'histoire s'inscrit dans l'époque médiévale. 2 paysans, Jean et Jeanne, s'aiment et vont demander l'autorisation du seigneur du village afin de se marier. Celui-ci néanmoins fait valoir son droit de cuissage et laisse sa garnison agresser sauvagement la pauvre Jeanne. Les 2 jeunes gens, traumatisés, ne s'en remettront pas. Jean, honteux et déshonoré, délaisse Jeanne, qui s'enfuit dans la forêt et pactise avec le diable. Il est tout de suite visible qu'il s'agit d'une adaptation libre de l'essai de l'écrivain français Jules Michelet, La sorcière. Avant toute analyse, il est déjà clair que l'ADN du film est contenu dans son nom. Belladonna, c'est belle femme en italien, mais c'est aussi une plante toxique pour l'être humain et bien souvent associée aux sorcières, guérisseuses et autres empoisonneuses au même titre que la mandragore. On est donc vraiment sur une idée de la femme, belle comme un rêve de pierre, comme dirait Baudelaire, mais ici, la parentalité de Michelet lui confère une aura de puissance, libératrice, de rebelle. La beauté de la femme, très sexualisée, est ici une malédiction, mais peut-être aussi un grand pouvoir. Le réalisateur, tout comme l'écrivain, s'intéresse ainsi à l'image et au pouvoir de la gente féminine dans une société largement dominée par les hommes. L'histoire qu'on nous raconte ici, en effet, c'est celle d'une femme bafouée qui se transforme, grâce à ce qui a causé sa perte en premier lieu d'ailleurs, en un symbole de révolte, mais surtout de puissance, d'autorité, et donc un dangereux ennemi du pouvoir en place. La puissance de la femme, et surtout sa puissance sexuelle, est vue comme diabolique. L'être charismatique se fait créature du démon, condamnable. L'usage de l'animation permet d'appuyer un propos qui se veut dénonciateur. Il permet également et surtout d'instaurer un dialogue avec le subconscient du spectateur, de suggérer ce qui est indescriptible et de le laisser au ressenti et à l'analyse de chacun. Le diable devient alors personnification de la colère et surtout de la puissance de la femme. Le discours de Jules Michelet s'inscrit alors dans la mouvance de libération sexuelle mais aussi féministe qui prend de l'ampleur au moment de la sortie de cette Belladonna sur les écrans, rappelons-le, en 1973. Belladonna est donc plutôt en avance sur son temps. Le traitement aussi cru des violences faites aux femmes, des traumatismes et des conséquences qui en résultent, mais aussi, dans un registre moins sordide, du désir féminin, bouscule l'opinion publique. On est encore, à l'époque, rappelons-le, qu'au balbutiement du féminisme moderne. La femme n'a le droit de vote que depuis 29 ans, et la loi Veil, qui légalise l'avortement en France, ne sera votée qu'en 1975. En plus de la puissance de la femme, qui apparaît ici dans toute sa sexualité, la violence des thèmes abordés, l'agression, la honte des victimes et de leur entourage, la question du après, choquent encore aujourd'hui. Le film met en lumière ce qui est tabou et dérange. À travers ses travelling colorés, Jeanne montre son intimité et nous questionne en retour. C'est en ça qu'elle est le plus dangereuse. Elle montre, quitte à choquer. Elle bouscule les codes et l'ordre établi et se bat contre une autorité gangrénée, qui, de fait, va déclarer la guerre à ses charmes toxiques pour protéger sa machinerie bien rodée. Au vu de cette sexualisation du corps de la femme, le film de Yamamoto aurait pu facilement basculer, légèrement ou complètement, dans le misogyne. Mais il n'en est rien finalement. Révolutionnaire, opposante à l'injustice,
Elle n'est plus objet, mais conquiert et incarne sa propre sexualité à l'écran, à l'image de ce plan de fin affichant le célèbre tableau de Delacroix, La liberté guidant le peuple. Ce qui fait de ce film un véritable objet non identifiable, c'est avant tout son univers esthétique. Lui aussi s'inscrit dans son époque et porte la marque de cette période prolifique, dont elle emprunte une certaine attirance pour les motifs du kaléidoscope et du mandala notamment. On retrouve une attirance pour le mélange de techniques, mais aussi d'inspiration, chère aux hippies. Les motifs classiques des 60s jouent à l'écran avec des références picturales non moins appréciées des psychédéliques 60s, comme Gustav Klimt, Egon Schiele, mais aussi des références au mouvement de l'Art Nouveau, très apprécié de l'esthétique Flower Power. Le mélange d'esthétique occidentale et du trait japonais, notamment, donne à cet univers médiéval un je ne sais quoi d'unique. On retrouve aussi le mélange de techniques appréciées par l'époque. Polymorphe, le design altère à l'écran entre fusain, papier collé, aquarelle ou encore encre sur plan fixe, qu'animent des zooms ou des mouvements latéraux sous la direction artistique de Kurni Fuxi. La représentation de l'agression subie par Jeanne ou encore des sabbats païens dans la forêt sont la quintessence de cette esthétique imprégnée de ce psychédélisme presque psychotique. La suggestion furieuse et organique des couleurs et des formes traduit ainsi une violence, des agressions, des désirs, des passions et des sentiments qui surpassent le visible et nous emmènent dans un incroyable trip. C'est donc dans un véritable trip, embrumé de vapeurs de belladone, que nous plonge Belladonna of Sadness. Les graphismes, la musique, chaque partie du film de Eiichi Yamamoto est un véritable chef-d'œuvre. La musique originale de Masako Sato a d'ailleurs fait l'objet d'un vinyle, tandis que le maître, Hayao Miyazaki, avoue avoir été fortement influencé par le travail d'Eiichi Yamamoto sur cet anime-rama. Quoi qu'il en soit, et malgré, ou à cause, à débattre, de sa violence protéiforme, Belladonna of Sadness est une formidable expression du bouillonnement artistique et sociétal de son époque. Une œuvre qui ne connut malheureusement le succès que 40 ans après sa sortie, avec sa réédition en 2017 par Eurozoom. Un sabbat coloré, enlevé par une bande-son superbe, pour une œuvre et un combat qui n'ont malheureusement pas pris une ride.